Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Encore une fois de plus, dans ce nouveau numéro où nous recevons Papa Lou Boyadi Oka. Pourquoi nous le recevons? Parce que c'est vraiment un papa qui a traversé le temps, il a fait son temps, il connaît la République démocratique du Congo. Il a commencé à travailler depuis, dans notre pays, avant l'indépendance, il a travaillé pendant l'indépendance, il a connu les guerres, il a travaillé sous Mobutu, il a travaillé un peu sur Kabila aussi, je crois. Et puis aujourd'hui, il nous donne ses points de vue sur la marche de notre pays. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas perdre ce genre de valeurs. Ce sont des bibliothèques qui sont encore avec nous. Et nous avons cette chance-là de l'avoir sur notre plateau, afin qu'il puisse nous parler de la République démocratique du Congo. Il n'a pas besoin d'être d'un parti politique ou quoi que ce soit, mais il nous donne ses analyses comme quelqu'un qui est vraiment en dehors du jeu, comme un coach, quoi, un spectateur. Peut-être que les gens le consultent aussi pour certaines résolutions ou bien certains des projets. Bonjour Papa Louboy. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Hein? Oui. La santé, vous vous maintenez? Oh oui, ça va, ça s'améliore. Ça s'améliore. Nous sommes très contents, encore une fois de plus, de vous avoir encore sur notre plateau. Papa, la semaine passée, nous avons vu la nomination du Premier ministre, qui est pour le moment en train de constituer son cabinet. Mais le mouvement qui a commencé il y a 2 mois, je crois 2 mois, où on a FNC Mabunda, la succession de tous ces événements-là, la rupture du FCC Cash, le changement du régime que l'on est en train d'opérer, est-ce que c'est un changement des hommes ou bien c'est un changement des systèmes? Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, nous Congolais, nous avons, je ne peux pas dire ça, c'est une difficulté certes, mais c'est déjà ancré dans la culture des Congolais. Concernant une population, concernant un pays, un peuple, Oui. quand on parle de changement, on parle de changement des individus d'abord, ou bien on parle de changement de la culture. Quelle est notre culture aujourd'hui? Est-ce qu'on peut changer une culture? Oui, on peut changer la culture, parce que la culture que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la culture congolaise. C'est une culture fabriquée depuis la colonisation et puis depuis le mouvement des indépendances. C'est une culture qui nous a coupé de notre culture de base. Nous n'avons plus la même cohésion qu'on avait avant. Moi, je me pose la question, comment avant la colonisation, les communautés congolaises qui ont existé sur l'espace congolais ont pu créer des structures de gestion de leur communauté beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. On a connu des empires, on a connu des royaumes, qui ont laissé quand même l'histoire que nous n'exploitons même pas aujourd'hui. Nous les avons laissés à côté. Nous les avons laissés à côté. C'est toute une culture qui a favorisé la cohésion, qui explique la cohésion, qui explique notre évolution. Nous nous sommes coupés carrément de notre spiritualité africaine. Nous avons opté pour une spiritualité, quand bien même dans la spiritualité que nous avons opté, il y a des rapprochements avec ce que nos ancêtres concevaient, voyaient, tout cela. Mais
Écoutez, nous Africains, nous Congolais, nous sommes des communautés qui ne pensent pas à Dieu. Nous sommes des communautés qui vivent Dieu. Alors, le mouvement qui est en train de se faire maintenant, quand on parle de changement, c'est pourquoi j'ai dit que les changements d'homme ou bien les changements de mentalité. Le changement d'homme, depuis 60, combien d'hommes nous avons changé? Combien de grandes conférences de réconciliation on a fait? Qu'est-ce que cela a pu nous donner? Dans toutes ces conférences, la préoccupation était toujours de la conquête du pouvoir, donc le changement d'homme. Et effectivement, on en a connu. Donc, selon vous, nous entamons encore une étape de changement d'homme au lieu de changement de mentalité ou de système. Bien sûr, parce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui au pouvoir, je ne conteste pas leur qualité intellectuelle. Ils ont été formés, mais ils ont été formés à l'école occidentale. Ils vont reproduire ce qu'ils savent. Ils vont reproduire ce qu'ils savent, mais qui ne sera pas en cohésion avec les réalités des bases du pays. Parce que qu'est-ce qui tue notre pays? C'est la rupture entre les sommets et la base. Oui. Il n'y a pas une connexion entre les sommets et la base. On vous dit aujourd'hui, par exemple, qu'en milieu rural, les gens souffrent, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas de soins de santé et tout cela, et de suite. Alors, quand vous prenez les préoccupations au sommet du gouvernement établi, quelles sont ces préoccupations? C'est toujours un tel a volé, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, c'est tout. Donc il y a une rupture entre la base. Avec cette rupture, nous ne pouvons pas nous développer. Alors ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier pensent que à leur tour, ils peuvent apporter quelque chose. Non, à leur tour, ils pensent pouvoir faire comme les autres ont fait pour s'enrichir pour les autres. Je vous ai envoyé un documentaire sur les 10 pays les plus riches de l'Afrique. Parmi les 10 pays, on ne compte aucun pays francophone. Aucun pays. Et parmi les 10 pays, vous allez trouver des pays qui n'ont pas de ressources potentielles comme la République démocratique du Congo. Mais nous ne sommes pas dans les 10 premiers. Et dans les explications fournies, on vous dit par exemple que dans les pays francophones, vous allez trouver que l'alternance semble avoir été une habitude jusqu'aujourd'hui, alors que dans les pays francophones, on vous cite des chefs d'État qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Et ils sont toujours dans la misère. Dans la misère. Les types qui concluent que c'est comme si l'alternance apporte quelque chose de bien. Deuxième chose que ce documentaire cite, c'est comment j'explique, l'esprit privé d'entreprise. Et puis la confiance qui existe entre l'entrepreneuriat et le service public, ce qui dirige. Je me rappelle quand j'étais à la NESA, j'ai toujours dit que nous sommes des collaborateurs. La NESA, donc aujourd'hui. Et le bras droit. Oui. C'est une collaboration obligée avec le gouvernement. On va y arriver. Mais maintenant, c'est par là que nous tombons dans la question de savoir si ce changement que nous constatons aujourd'hui est un changement d'homme. Parce que vous dites, vous êtes aussi, comme je l'ai dit, que ce sont les changements d'hommes. On va changer les hommes, les jeunes gens vont venir, mais qui vont travailler comme faisaient leurs aînés, leurs parents. C'est qu'ils savent quoi. Mais maintenant, quel est l'héritage que vous pouvez dire aujourd'hui? Que non, l'héritage, ça c'est vraiment Mobutu, ça c'est vraiment Kabila, ça c'est vraiment Tshisekedi. Quel est l'héritage que vous connaissez que non?
qui peuvent être retenus que nous, Congolais, nous ne pourrons jamais nous détacher en disant que les régimes qui ont passé ont laissé ça? L'héritage, je peux répartir cela en trois héritages qui peuvent avoir un caractère à la fois positif et négatif. Je prends l'héritage des pères de l'indépendance. C'est d'avoir obtenu le 30 juin. Oui. En dehors d'avoir obtenu ce 30 juin, ils n'ont rien fait d'autre. Ça, soyons sérieux. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui étaient partis à Bruxelles sans projet de développement, sans projet qu'une fois nous avons l'indépendance, qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire. Aucun parti politique. Ce qui explique le fait qu'ils n'avaient pas pris part à la deuxième version de la table ronde, qui était la version économique, financière et sociale. Là, les Belges se sont réunis et ils se sont amusés à monter tout un système qui nous gère jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous ne voulons pas comprendre ça. Tout le monde vient impréparé. Oui, c'est ça. Et vous arrivez au pouvoir et vous commencez à apprendre à être président comme vous avez. C'est ça. Alors, l'héritage qu'ils nous ont légué, c'est cette indépendance, quand bien même elle était vide, mal préparée, ainsi de suite. Mais du moins, sur le plan international, nous sommes reconnus comme souverains, comme pouvant quand même nous exprimer, quand bien même nous n'en avons pas tous les attributs. La période de Mobutu, tout ce que je peux noter qu'en son début, c'est une période qui a cru aux Congolais, qui a cru à l'initiative congolaise. Nous devons reconnaître les phénomènes de commissaires généraux. Comme le commissaire du peuple, non. ceux qui gouvernaient les provinces. Non, les jeunes universitaires qui étaient venus constituer le gouvernement autour de Bomboko et les autres, donc les Singa, les Kazali Wakabwe, les Liao, tous ces jeunes universitaires qui étaient venus d'Europe et tout cela, et de suite, qui avaient effectivement la connaissance, mais qui n'avaient pas la connaissance de la réalité du pays, qui avaient la connaissance technique, scientifique, oui, mais les réalités du pays, par où commencer pour développer le pays, ils n'en avaient pas. Et puis ce sont les gens qui étaient imbus de l'idée qui avaient compris la différence entre les régimes capitalistes et les régimes socialistes. Alors, c'est des concepts qui, à l'époque, effectivement, animaient beaucoup de jeunes intellectuels à favoriser le fait que cette classe-là, comme Mobutu l'a engagé et tout cela, elle a eu l'idée de reprendre la propriété des richesses du pays par les nationalisations, mais qui malheureusement était mal conçue par manque d'expérience. L'idée n'était pas mauvaise. Nationaliser l'union minière, nationaliser telle entreprise, ce ne sont pas de mauvaises idées. C'était de très bonnes idées, mais malheureusement, le manque d'expérience, ça il faut le reconnaître, a fait que la conception de ces nationalisations n'a pas été suivie d'une bonne application pour le peuple. Est-ce que c'est pas, la cause ne vient-elle pas à ce que les gens qui arrivent au pouvoir ne sont pas préparés sur le task, sur la grandeur même du travail qui les attend? Est-ce qu'ils prennent le temps de connaître d'abord ce qu'ils vont faire quand ils arriveront au gouvernement ou bien quand ils prendront le pays? Je prends un exemple. Nous sortons de différentes familles. Et nous sommes le produit de ces familles-là. Exactement, oui. Bon, moi je donne
mon exemple. Mon père a été du temps colonial un autodidacte qui a su, à partir de la République démocratique du Congo, nous sommes dans les années 1920, se connecter à l'Institut de hautes études à Bruxelles et il obtiendra son diplôme d'expert comptable. Et cela fera de lui un des cadres d'une banque à Lubumbashi, l'Union zéroise des banques. Donc tu vois dans quel esprit nous avons été formés. Ça c'est un. Mais deux, c'est quelqu'un qui avait un esprit entrepreneurial. Il ne s'est pas contenté de son poste à la banque où il était cadre. Non. Il était épris de l'esprit de créer une entreprise à lui. Ok. Vous voyez dans quel esprit il a. Et il a créé une pêcherie industrielle à Bukama. Vous voyez. Et c'est là, par la contrainte, quand l'entreprise a bien commencé à tourner, il a eu l'idée de quitter la banque à l'époque. Et ça a surpris beaucoup de gens qui l'ont supplié en disant mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Donc, vous voyez, un père dans quel esprit il nous dirigeait. Et il nous disait toujours d'aller aux études, d'aller aux études, d'aller aux études. Donc nous avons eu cette chance. Et puis à l'approche de l'indépendance et tout cela, c'est quelqu'un qui, dans la province du Kasaï, a exercé également le commerce de produits agricoles. Ce qui fait que nous avons été beaucoup plus proches des milieux ruraux dans leur caractère ou dans leur initiative ou dans leur capacité de production. Parce qu'on voyait les productions qui venaient. Hein? Donc c'est quelqu'un qui était visionnaire et qui connaissait ce qu'il faisait. Mais maintenant, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ceux qui viennent, prenons l'exemple de Kabila quand il arrive au pouvoir. On trouve un jeune homme comme si c'est quelqu'un qui a été mis là-bas, qui ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Nous venons avec Félix Tshisekedi, qui arrive aussi dans une situation où, quand vous lui demandez qu'est-ce que vous connaissez de la République démocratique du Congo, il vous parle vraiment, vous vous sentez à quelqu'un qui n'a pas une idée fixe. On nous nomme un Premier ministre. Quand vous sentez un Premier ministre, vous ne sentez pas quelqu'un qui vient avec des idées fixes en se disant je vais faire ceci, je vais poursuivre un idéal comme ça. Est-ce que ce n'est pas une tendance? C'est comme ça que je vous dis, je vous demande... C'est là que je réponds. J'ai toujours dit, quand nous bavardons souvent avec vous, que nous sommes des aliénés. Nous Congolais. Aliénés par le fait que nous sommes répétiteurs de la pensée des autres d'un côté, et puis nous sommes en rupture totale avec les vertus de valeurs traditionnalistes qui avaient guidé à former des grands empires ou des grands royaumes. Nous sommes en rupture avec ça. Alors qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? C'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme qui nous anime aujourd'hui. Sans discréditer l'un ou l'autre. Beaucoup de politiciens que nous avons, ce sont des politiciens qui ont été formés par l'environnement dictatorial, si je peux l'appeler ainsi, du régime Mobutu et du régime Kabila. C'est tout ce qu'ils ont en tête. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qu'ils connaissent. Je donne à titre d'exemple la difficulté que nous avons aujourd'hui avec la Constitution. On fait avoir un président qui a le plein pouvoir, alors que hier on en a eu un qui nous a trempé dans les choses. Et avec ça, ça nous amène à des manœuvres politiciennes pour croire que nous pouvons nous en sortir de la situation d'aujourd'hui. C'est une aliénation. Et c'est manque d'information et manque d'esprit de recherche et d'intelligence. Enfin bref,
Donc, je veux dire simplement que nous sommes tous sortis des différentes écoles, depuis nos familles, tout en appuyant le fait que la classe politique d'aujourd'hui, elle est de formation dictatoriale. Elle a difficile à accepter ceux qui prônent tous la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis qui vaut. Qui doit être faite. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va prendre une petite pause encore, une fois de plus, parce que vraiment permettre à papa aussi de prendre un verre d'eau. Et nous revenons tout de suite après dans notre deuxième partie. À tout à l'heure.